Notre cœur est un organe fascinant. Dans cette animation, nous montrons la complexité pittoresque et la simplicité mécanique du cœur humain. Le cœur humain est bien protégé dans la poitrine, derrière les côtes et le sternum. À gauche et à droite se trouvent les poumons, qui absorbent l'oxygène de l'air que nous respirons. La fonction principale du cœur est de pomper le sang pauvre en oxygène jusqu'aux poumons, puis de transporter le sang riche en oxygène provenant des poumons dans le reste du corps. Examinons l'anatomie de notre cœur. Le sang entre et sort du cœur par plusieurs gros vaisseaux sanguins. L'aorte est considérée comme un organe à part entière depuis février 2024. Le cœur reçoit le sang désoxygéné de l'organisme par les veines caves inférieures et supérieures. Il pompe le sang désoxygéné vers les poumons via l'artère pulmonaire. Le sang oxygéné des poumons retourne au cœur par les 4 veines pulmonaires. Le cœur pompe ensuite ce sang dans le corps via l'aorte. Cependant, le cœur lui-même n'est pas alimenté en sang par l'aorte. Les artères coronaires sont recouvertes d'un tissu adipeux épicardique. Le cœur s'approvisionne en oxygène et en nutriments par l'intermédiaire de ces vaisseaux sanguins. Il existe 2 artères coronaires qui alimentent le cœur en sang oxygéné, et le sinus coronaire, par lequel le sang désoxygéné retourne dans le cœur. Une crise cardiaque peut survenir lorsque les artères coronaires sont bloquées. Le sang ne peut alors plus circuler librement, et l'oxygène et les autres nutriments ne peuvent plus atteindre les muscles cardiaques. Examinons d'abord la structure interne du cœur humain. Les artères coronaires que nous venons de voir naissent de l'artère principale, également connue sous le nom d'aorte. Les orifices des artères sont situés au-dessus ou au niveau de la valve aortique, qui se compose de 3 cuspides semi-lunaires. La valve aortique est située à l'extrémité de l'aorte. La valve pulmonaire est située à l'extrémité de l'artère pulmonaire. Dans de rares cas, les valves ont 2 ou 4 cuspides. Le cœur possède également 2 autres valves, composées de cuspides. La valve mitrale est constituée de 2 cuspides. La valve tricuspide possède 3 cuspides. Lorsque la valve tricuspide s'ouvre, le sang désoxygéné passe de l'atrium droit au ventricule droit. Le sang désoxygéné passe ensuite par la valve pulmonaire ouverte et pénètre dans les poumons par l'artère pulmonaire. Le sang oxygéné des poumons passe de l'atrium gauche au ventricule gauche par la valve mitrale. Lorsque la valve aortique s'ouvre, le sang pénètre dans le corps par l'aorte. Le flux sanguin est contrôlé par les muscles du cœur. Les muscles se contractent, puis se relâchent. À ce stade, nous présentons une version simplifiée du processus de pompage. Plus tard, nous décrirons le processus plus en détail. Lorsque les atria du cœur se contractent, l'espace des atria se réduit. En raison de la pression qui en résulte, le sang pousse les cuspides en direction des ventricules. Cela permet au sang d'être pompé des atria vers les ventricules. Lorsque les muscles des atria se contractent, les muscles des ventricules se relâchent. Et lorsque les muscles des ventricules se contractent, les muscles des atria se relâchent. La contraction des muscles ventriculaires crée une pression sanguine élevée qui pousse les cuspides vers l'atrium. Cependant, les cuspides sont dotés de fines cordes qui les empêchent d'être poussés dans l'atrium. Les cordes tendineuses sont reliées aux muscles papillaires qui se contractent au bon moment. La contraction des muscles ventriculaires droits entraîne l'ouverture de la valve pulmonaire. Le sang est alors acheminé vers les poumons par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire.
Examinons maintenant l'atrium gauche et le ventricule gauche. La tâche du ventricule gauche est de pomper le sang riche en oxygène dans tout le corps. Pour ce faire, l'atrium gauche pompe d'abord le sang, provenant des poumons, dans le ventricule gauche. Les muscles du ventricule gauche se contractent alors. Comme dans le ventricule droit, des cordons et des muscles empêchent les cuspides de la valve d'être poussés dans l'atrium. Dans le ventricule gauche, les saillies musculaires appelées trabécules charnues sont particulièrement développées. La pression qui en résulte ouvre la valve aortique et le sang est pompé dans tout le corps à l'aide de l'aorte. Cette illustration simplifiée montre clairement comment le sang est pompé dans les vaisseaux sanguins de l'organisme. Le ventricule gauche que nous venons de voir alimente tout le corps en sang riche en oxygène par l'intermédiaire de l'aorte. La tête, l'abdomen, les bras et les jambes. Ainsi, les nutriments, l'oxygène, les cellules immunitaires, les déchets et bien d'autres choses encore sont transportés d'un endroit à l'autre. Les artères transportent le sang du cœur vers les organes et les veines ramènent le sang des organes vers le cœur. Le sang qui reflue passe ensuite par les veines caves inférieures et supérieures pour atteindre l'atrium droit du cœur. De là, il passe dans le ventricule droit. Le ventricule droit pompe ensuite le sang désoxygéné dans les poumons à l'aide de l'artère pulmonaire. Là, le sang absorbe de l'oxygène, entre dans l'atrium gauche et retourne finalement dans le ventricule gauche et l'aorte. La structure et la fonction des poumons peuvent être regardées dans l'animation sur cette chaîne. Comme la circulation pulmonaire est courte, mais que la circulation systémique est longue, les ventricules ont besoin de muscles de différentes puissances. C'est pourquoi le ventricule droit possède une couche musculaire beaucoup plus fine que le ventricule gauche. Le septum interventriculaire du cœur, qui sépare les ventricules gauche et droit, est également constitué de muscles puissants. Les atria ont également des muscles. Les reliefs musculaires, que les scientifiques appellent muscles pectinés, se trouvent surtout dans l'atrium droit. En revanche, l'atrium gauche, avec son pavillon, présente une structure plus lisse. Comme nous n'avons montré précédemment qu'un cycle cardiaque simplifié, nous allons maintenant examiner le déroulement réel à l'aide de la moitié droite du cœur. Les muscles de l'atrium et du ventricule sont relâchés. La valve tricuspide est ouverte. L'artère pulmonaire est fermée par la valve pulmonaire. La contraction des muscles atriaux déclenche la systole atriale qui pousse le sang de l'atrium vers le ventricule. Les muscles atriaux se relâchent alors et les muscles ventriculaires se contractent. La pression qui en résulte ferme la valve tricuspide. Les muscles ventriculaires se contractent davantage et augmentent la pression, ouvrant la valve pulmonaire et poussant le sang dans l'artère pulmonaire. Lorsque les muscles ventriculaires se relâchent à nouveau, la pression à l'intérieur du ventricule diminue. La valve pulmonaire se ferme alors, car la pression dans l'artère pulmonaire est plus élevée que la pression à l'intérieur du ventricule. La valve tricuspide s'ouvre, permettant au sang de passer de l'atrium au ventricule. Ensuite, le cycle cardiaque recommence. Le cycle cardiaque est généralement divisé en une diastole et une systole. La diastole correspond au ventricule relâché, rempli de sang. La systole désigne le ventricule contracté, qui éjecte le sang. On peut diviser la systole en deux phases, la phase de contraction et la phase d'éjection. La diastole peut être divisée en une phase de remplissage sans contraction et une phase de remplissage avec contraction atriale. Des impulsions électriques permettent de stimuler la contraction des muscles cardiaques. Les cellules qui génèrent ces impulsions électriques sont connues sous le nom de nœuds sinusales.
Des cellules musculaires spécialisées, représentées ici en vert, transmettent rapidement les impulsions électriques aux cellules musculaires des atria et du nœud atrio-ventriculaire. Il n'existe qu'une étroite connexion de cellules musculaires entre les atria et les ventricules, connue sous le nom de faisceau de His. Le nœud atrio-ventriculaire transmet les impulsions électriques aux branches gauche et droite, via ces cellules musculaires spécialisées. Ces deux branches se terminent par de multiples arborisations qui constituent un réseau de fibres. Ces fibres de Purkinje transmettent très rapidement les impulsions aux cellules musculaires cardiaques des ventricules. Examinons ce processus. Le nœud sinusal génère une impulsion électrique qui est transmise par les faisceaux de tissu nodal aux muscles atriaux et au nœud atrio-ventriculaire. Le nœud atrio-ventriculaire transmet l'impulsion avec un délai au ventricule par l'intermédiaire des fibres de Purkinje. Le nœud sinusal est capable de générer 60 à 80 impulsions électriques par minute. En cas de défaillance du nœud sinusal, le nœud atrio-ventriculaire peut générer environ 40 à 60 impulsions par minute. En cas de défaillance du nœud sinusal et du nœud atrio-ventriculaire, le faisceau de His peut encore produire 20 à 40 impulsions. C'est pourquoi on parle de cellules pacemaker primaires, secondaires et tertiaires. Examinons maintenant le parcours des impulsions, au niveau du cœur humain. Les impulsions électriques se propagent dans les atria et provoquent la contraction des muscles, pompant ainsi le sang dans les ventricules. L'impulsion est transmise aux cellules musculaires des ventricules via le nœud atrio-ventriculaire et le faisceau de His. Les muscles ventriculaires se contractent alors et pompent le sang dans l'artère pulmonaire et l'aorte. Les cellules musculaires cardiaques ont la particularité de pouvoir transmettre les impulsions électriques aux cellules musculaires voisines. Cependant, en dehors du faisceau de His, il n'y a pas de connexion entre les muscles atriaux et les muscles ventriculaires. C'est pourquoi les atria et les ventricules peuvent se contracter à des moments différents. La contraction des ventricules commence à l'apex du cœur. C'est pourquoi le sang est littéralement expulsé des ventricules, comme un tube de dentifrice que l'on fait rouler de l'arrière vers l'avant. En médecine, les impulsions électriques peuvent être utilisées pour vérifier l'activité cardiaque. Cela se fait à l'aide d'un électrocardiogramme. La stimulation des atria par l'impulsion du nœud sinusal correspond à la première onde. La stimulation des ventricules via le nœud atrio-ventriculaire est représentée par 3 ondes. La première onde est appelée onde P et les 3 ondes suivantes le complexe QRS. La dernière onde est l'onde T qui représente la récupération des ventricules. Pour permettre au cœur de changer de forme et de taille pendant les contractions, il est enfermé dans le péricarde. Le péricarde est constitué d'une couche externe semi-rigide. Une couche lisse est attachée à 7 couches externes. Une autre couche lisse recouvre le cœur. Chez l'homme, il y a environ 10 à 15 ml de liquide entre les 2 couches, qui sert de lubrifiant. Cela permet au cœur de changer de forme et de taille dans le péricarde sans provoquer de fortes frictions sur le cœur ou d'autres organes. De nombreuses autres animations sur le corps humain sont disponibles sur cette chaîne et sur mes sites web.